Saviez-vous que la taxidermie permet de mieux comprendre le réchauffement climatique? La taxidermie, vraiment? Ouais, il me semble. Bon, ok. Plus sérieusement. En été 2018, le professeur Molchanov sillonne les mers arctiques. Son itinéraire l'emmène autour de l'archipel de la Nouvelle-Zélande. À bord du navire cohabitent étudiants suisses et scientifiques russes. Ils ont un objectif commun, étudier les changements en Arctique. Pour terminer cette série de vidéos, on a décidé de vous parler de sujets un peu différents de ceux abordés précédemment. On a voulu vous présenter des domaines de recherche qui peuvent paraître éloignés de la thématique du réchauffement climatique, mais qui permettent de tirer des conclusions intéressantes à ce sujet. On commence avec Margot, qui fait de la dendroclimatologie. Ça consiste à utiliser les plantes pour obtenir des informations sur le climat. Ces plantes sont alors appelées des bioindicateurs. La dendroclimatologie étudie les cernes des arbres afin de comprendre dans quel environnement et avec quelles conditions climatiques a poussé un arbre ou un arbuste. Mais attention, on ne peut pas utiliser n'importe quelle plante. Il faut des espèces ligneuses. Une espèce ligneuse, c'est une espèce qui contient de la lignine, et qui contient du bois si on veut. L'intérêt de ce genre d'espèce pour mon étude, c'est que toutes les espèces ligneuses, elles vont mettre un cerne de croissance chaque année. Margot a récolté des échantillons de saules arctiques, l'espèce ligneuse située le plus au nord dans le territoire de la Nouvelle-Zélande. Mais qu'est-ce qu'elle cherche à savoir? D'abord, je dois essayer de mettre en corrélation une séquence de croissance avec une séquence climatique, que ce soit des variables de température, de précipitation, que ce soit par exemple la hauteur de la neige ou la température au mois de juillet. En gros, l'idée générale, ce sera de voir quel est le facteur limitant de croissance de ces espèces. En comparant les cernes des saules arctiques avec les données climatiques existantes, Margot a trouvé le facteur limitant. C'est la température au mois de juillet. C'est-à-dire que plus le mois de juillet était chaud, plus l'espèce a grandi. Et au contraire, plus les températures du mois de juillet étaient basses, plus sa croissance était limitée. Pourquoi juillet? Car c'est le mois où il y a le plus de lumière et donc le moment où le saule arctique grandit le plus. C'est ce qu'on appelle la période de végétation. Dans un deuxième temps, elle a pu déduire des informations sur le climat arctique dans le passé. Ça permet de reconstituer des données climatiques des années avant l'apparition des instruments de mesure. On utilise les espèces comme témoins du climat, vu qu'ils ont enduré les conditions climatiques pendant toute leur vie, des fois c'est plus d'une centaine d'années. Ça nous permet d'avoir un enregistrement climatique de ces régions, et puis dans leur cycle de croissance, essayer d'identifier est-ce qu'on reconnaît une signature du changement climatique. En analysant les cernes de croissance du saule arctique, on peut déterminer si on observe une augmentation des températures au mois de juillet durant les dernières décennies. À travers l'histoire de ces plantes, on peut retrouver la trace d'un changement climatique. On le sait, le réchauffement climatique peut impacter la faune et la flore arctique. Mais il peut aussi avoir des conséquences sur des phénomènes météorologiques comme le brouillard. Mais le brouillard, qu'est-ce que c'est? Définition. Le brouillard est un nuage au ras de la surface de la Terre ou de la mer qui réduit la visibilité à moins d'1 kilomètre. Mélissa a étudié deux types de brouillard. Le brouillard d'advection apparaît lorsqu'une masse d'air chaude et humide arrive en contact à une surface d'eau froide. Cet air va se refroidir, la quantité d'humidité ne va pas changer, mais comme l'air chaud va se refroidir, cette humidité va se condenser et former du brouillard. Autrement dit, la quantité d'humidité présente dans l'atmosphère ne change pas. Mais quand l'air se refroidit, il peut contenir moins d'humidité et donc arrive plus vite à saturation en vapeur d'eau. C'est-à-dire que les molécules d'eau contenues dans l'air sous forme de gaz deviennent liquides. Et c'est cette condensation qui forme le brouillard d'advection. Le brouillard d'évaporation apparaît lorsque une masse d'air froide arrive en contact à une surface d'eau chaude. L'eau chaude va s'évaporer dans l'air froid et comme l'air froid ne peut contenir qu'une quantité limitée d'eau en suspension, cette eau va se condenser et former du brouillard. Dans le cas du brouillard d'évaporation, les molécules d'eau présentes dans la mer s'évaporent dans l'air. Étant donné que l'air est froid, il arrive vite à saturation et ces molécules d'eau évaporées se condensent jusqu'à former un brouillard d'évaporation. Revenons à nos moutons, le réchauffement climatique.
Parce que oui, il a un effet sur le brouillard. Si on a un réchauffement climatique et donc un air qui va être plus chaud, il va y avoir plus de brouillard d'advection. Donc avec le réchauffement climatique, il devrait y avoir plus de brouillard. Sauf que s'il y a plus de brouillard, forcément à un moment ou à un autre, il va y avoir moins de rayonnement solaire qui va toucher la surface, donc moins de chaleur. Donc en fait, le brouillard va permettre de réguler l'impact du réchauffement climatique, mais à un niveau local. Mais qu'en est-il de l'échelle globale? Il reste du suspense, mais ça aurait des conséquences. Parce que le brouillard réfléchit les rayons du soleil et la chaleur qu'ils amènent. Donc s'il y a moins de brouillard, il fait plus chaud en surface. Avec la diminution du brouillard, on risque une accélération du réchauffement climatique. A l'inverse, si le brouillard devient de plus en plus fréquent, la température à la surface de la mer et de la terre restera fraîche. Mais on ne peut pas vraiment parler de solution. Il y a encore un témoin des changements en Arctique, la littérature. À travers le temps, plusieurs explorateurs ont traversé cette région du monde. Ils ont rapporté ce qu'ils ont vu, mais aussi leurs émotions dans des écrits qui traversent l'histoire. À leur lecture, on peut comparer leurs impressions de l'Arctique avec son état actuel et voir comment les différentes époques et sociétés ont façonné notre vision du Grand Nord. Aude a lu une dizaine de livres d'explorateurs qui ont visité cette région reculée. Ces ouvrages ont été écrits entre la fin du XVIe siècle et aujourd'hui. Grâce à eux, on peut voir comment l'Arctique a évolué au fil du temps, tant au niveau physique que dans les représentations qu'en ont les auteurs. Dans l'imaginaire collectif russe, disons plus ancien, surtout sous l'Union soviétique, c'est vraiment une vision de découverte, parce qu'il y a plein d'endroits qui n'avaient encore pas été explorés, donc il y a vraiment une idée d'exploration, de nouveauté et d'exploitation aussi, ce qu'il y a moins aujourd'hui. Donc là, on est plus parti sur le changement climatique, donc une idée de protection de la nature. Aujourd'hui, on a quand même une idée de ce que c'est l'Arctique. On dit qu'avant, les premiers explorateurs, ils pensaient que tout au nord, il y avait des mers chaudes. Donc on voit vraiment qu'il y a une différence notable entre aujourd'hui et hier. On pourrait penser que la littérature actuelle donne un bon aperçu de l'impact humain en Arctique. Mais ce n'est pas toujours le cas. L'Arctique, c'est idéalisé comme un monde qui est encore assez pur, assez éloigné du monde humain, pas touché par cette globalisation et cette pollution. Même les auteurs contemporains qui partent aujourd'hui dans le nord, c'est plutôt pour décrire les animaux, la nature ou des choses comme ça, se retrouver avec soi-même. Mais il n'y a pas vraiment de description sur cette pollution qu'on peut trouver, parce qu'on se dit qu'on est en Arctique et que c'est très pur, mais on a pu observer nous-mêmes sur les plages qu'il y a énormément de déchets, que ce soit dû aux mers qui ramènent les déchets, ou que ce soit des résidus de l'Union soviétique avec des barils, des baraques abandonnées, des armes, des mitraillettes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas trop. Reste à voir si les auteurs à venir laisseront une place dans leurs écrits pour témoigner de la pollution ou du réchauffement climatique. Toujours est-il qu'il n'y a pas que les sciences dures, comme la biologie ou la physique, qui permettent d'observer les changements en Arctique. Avec une démarche littéraire, on peut également tirer des conclusions sur l'évolution de la région. Tout au long de cette série vidéo, on vous a présenté des recherches faites durant une expédition de 3 semaines. Mais dans la réalité de la recherche scientifique, il faut des années et des années de terrain avant de pouvoir tirer des conclusions. We should be very careful when trying to interpret them in the terms of possible climatic change, because there are some fluctuations, there are some local tendencies which may have very different reasons. Like, for instance, effect of predators, some structures of population, and some seasonal changes. We need to have a long sequence of same type observations. And if all of them will have the same trend, we can conclude that it is a global tendency. In any studies, in any case, we cannot be sure on 100% that it is really an effect of climate change. Les recherches qu'on vous a présentées ne permettent de comprendre qu'une infime partie de l'équation globale. La réalité, c'est qu'il y a une immense quantité d'éléments interdépendants. Donc, difficile d'étudier un phénomène comme s'il était complètement isolé. On espère que grâce à cette série, vous avez pu en apprendre plus sur les conséquences de l'activité humaine en Arctique et surtout que vous avez eu du plaisir à découvrir ces projets de recherche avec nous. L'Arctique, nos comportements individuels et les décisions des politiques et des entreprises, tout est lié. J'ai 28 ans, pas du tout, j'ai 27 ans. T'as vu? Il y a quelque chose qui nous suit. Je suis censée faire quelque chose ou pas? Non, pas du tout, je suis pas là. Mais arrêtez! Il y a des belugas là-bas, de ouf.